Ils étaient guerriers, conquérants et rois. Émergeant des brumes du temps, les Wisigoths ont laissé une marque indélébile sur l'histoire européenne. Leurs origines sont enfouies dans les murmures et les légendes. Leur motivation, un enchevêtrement complexe d'ambition, de désespoir et de foi. Rejoignez-nous pour explorer le cœur de cette tribu énigmatique en découvrant les secrets et les mystères des Wisigoths, des steppes d'Europe de l'Est aux plaines ensoleillées de l'Hispanie. Les Wisigoths ont tracé leur chemin dans le sang et le fer. Préparez-vous à être captivés, car la saga des Wisigoths est un récit aussi dramatique et passionnant que ceux que l'on murmure dans les annales de l'histoire. Les origines des Wisigoths sont enveloppées de mystères, perdus dans les murmures des vents anciens. Nous savons qu'ils étaient un peuple germanique, une branche des puissants Goths qui parcouraient autrefois les vastes steppes au nord de la mer Noire. Certains historiens situent leurs terres ancestrales en Scandinavie, d'autres dans la région correspondant à la Pologne actuelle. Au IIIe siècle, après J.C., les Wisigoths avaient émergé comme un groupe distinct, séparés de leurs frères de l'Est, les Ostrogoths. Leur nom même évoque leur caractère. Wisigoths, les Goths sages, ou peut-être les Goths de l'Ouest. Quelle que soit la véritable signification, leur nom allait bientôt être murmuré avec crainte et respect dans tout le monde romain. Nous sommes en 376 après J.C. Un frisson de peur parcourt l'Empire romain. De l'Est, une tempête se prépare, un ouragan de cavaliers mené par le redoutable Attila le Hun. Fuyant l'assaut, les Wisigoths, dirigés par leur roi Fritigern, implorant l'empereur romain Valent de leur accorder refuge à l'intérieur des frontières de l'Empire. Valent, aveuglé par l'arrogance, accepte d'offrir un sanctuaire aux Wisigoths au sud du Danube. En échange, il fournirait des soldats à l'armée romaine. Mais les Romains, corrompus et complaisants, traitèrent leurs nouveaux alliés avec mépris et brutalité. Les Wisigoths furent trompés, affamés et réduits en esclavage. Leurs appels à la justice restèrent à lettre morte. Le ressentiment couva, finissant par éclater en une rébellion ouverte, ébranlant les fondements de l'Empire romain. Les Wisigoths, comme de nombreuses tribus germaniques, avaient adopté une forme de christianisme connue sous le nom d'arianisme. Cette croyance, considérée comme hérétique par l'orthodoxie romaine, niait la divinité de Jésus-Christ. L'arianisme allait devenir une caractéristique déterminante des Wisigoths, les distinguant de leurs voisins romains et alimentant les tensions religieuses. Cela créa un fossé entre les dirigeants Wisigoths et leurs sujets, majoritairement catholiques, dans les territoires conquis. Le clergé romain voyait les Wisigoths ariens avec suspicion et hostilité. Cependant, l'arianisme servit également de force unificatrice au sein des rangs Wisigoths, renforçant leur sentiment d'identité et de solidarité. C'était une arme à double tranchant, une source à la fois de force et de division dans le monde turbulent des VE et ZIe siècles. 24 août 410, après JTC, une date gravée à jamais dans les annales de l'histoire romaine, marquant un tournant décisif. Ce jour-là, l'impensable se produisit. Rome, la ville éternelle, tomba aux mains des Wisigoths, un événement qui semblait inimaginable. Menés par leur audacieux roi Alaric, les Wisigoths franchirent les portes de la ville avec une détermination inébranlable, brisant un siège qui avait duré des mois et mettant fin à une résistance acharnée. Pendant 3 jours et 3 nuits, la ville ne connut que le chaos. Les temples furent pillés, les maisons saccagées et les citoyens terrorisés, créant une scène de désolation totale. Le sac de Rome envoya des ondes de choc à travers le monde connu, ébranlant les fondations mêmes de l'Empire. Ce fut un coup symbolique, un moment qui marqua les esprits, un témoignage du déclin de la puissance romaine et de son incapacité à protéger ses propres frontières, et de la montée en puissance des barbares. Pourtant, malgré le carnage et la destruction, le sac de Rome ne fut pas un acte gratuit de barbarie, mais une action stratégique soigneusement planifiée. Alaric, fin stratège,
comprenaient le pouvoir du symbole et l'importance de frapper au cœur de l'Empire. Les Wisigoths, autrefois réfugiés aux portes de l'Empire, cherchant l'asile et sécurité, étaient désormais maîtres de son destin, redéfinissant l'avenir de Rome et de ses habitants. Chassés de Gaule par les Francs, les Wisigoths se tournèrent vers le sud, franchissant les Pyrénées pour entrer dans la péninsule ibérique. Ici, en Hispanie, ils établiraient un royaume qui allait durer des siècles. Sous le règne du roi Léovigilde, à la fin du VIe siècle, les Wisigoths consolidèrent leur pouvoir, soumettant d'autres tribus germaniques et étendant leur domination. Léovigilde est resté dans les mémoires pour ses prouesses militaires et ses efforts pour unifier le royaume sous un code de loi unique. Son fils Récared adopta une approche différente. Reconnaissant l'importance de l'unité religieuse, il se convertit au catholicisme en 589 après J.P.C., apaisant les tensions avec l'Église catholique romaine. Ce fut un tournant, marquant le début d'un âge d'or pour le royaume wisigoth en Espagne. Le 8e siècle commença avec une nouvelle menace venant du sud, l'islam. Cette nouvelle force allait changer le cours de l'histoire européenne de manière irréversible. En 711 après J.Ma., une armée musulmane menée par Tariq ibn Ziyad entra en Ibérie, brisant les défenses wisigothiques lors de la bataille de Guadalete. Cette bataille marqua le début d'une série d'événements qui allaient transformer la région. Le roi wisigoth, Rodrigue, fut tué au combat, son royaume s'effondrant comme un château de cartes. Sa mort symbolisait la fin d'une ère et le début d'une nouvelle domination. La rapidité et l'ampleur de la conquête musulmane sont stupéfiantes. En un temps record, les armées musulmanes ont réussi à s'emparer de vastes territoires. En quelques années, la majeure partie de la péninsule ibérique tomba sous la domination islamique, marquant la fin de la domination wisigothique. Les structures et les institutions wisigothiques furent remplacées par celles des nouveaux conquérants. Les raisons de la défaite wisigothique sont complexes et débattues par les historiens. Les conflits internes, la faiblesse du leadership et le manque de cohésion ont affaibli le royaume, et le ressentiment des populations marginalisées ont tous joué un rôle. Ces facteurs combinés ont facilité la conquête musulmane. La chute du royaume wisigoth fut un tournant dans l'histoire européenne, ouvrant la voie à des siècles de domination islamique en Al-Andalus. Cette période a laissé une empreinte durable sur la culture, l'architecture et la société de la région. Les Wisigoths ont peut-être disparu de la scène de l'histoire, mais leur héritage continue de résonner à travers l'Europe. Leur influence est omniprésente, se manifestant dans divers aspects de la culture et de la société européenne. En Espagne, leur influence est visible dans la langue, les lois et l'architecture du pays. Les traces de leur présence sont encore perceptibles dans les coutumes et les traditions locales. Le code juridique wisigoth, connu sous le nom de Liber Judiciorum, a constitué la base du droit espagnol pendant des siècles. Ce document a influencé de nombreuses générations de juristes et de législateurs. Leurs réalisations architecturales, bien que peu nombreuses aujourd'hui, témoignent de leur talent et de leur art. Ces structures, bien que rares, sont des joyaux de l'architecture médiévale. L'église de San Juan de Baños à Palencia, en Espagne, est un témoin silencieux de leur héritage durable. Ce monument est un exemple parfait de leur savoir-faire et de leur dévotion. Les Wisigoths étaient plus que de simples conquérants et destructeurs. Ils étaient aussi des bâtisseurs, des législateurs et des mécènes. Leur contribution à la civilisation européenne est inestimable. Leur histoire nous rappelle que l'histoire est rarement manichéenne, nous invitant à embrasser la nature complexe du passé. En étudiant leur héritage, nous comprenons mieux les nuances de notre propre histoire. Chuchotement du Nord, la genèse des Wisigoths.
Les Wisigoths. Leur nom même évoque un sentiment de mystère. Ils émergent des brumes de l'histoire au IIIe siècle après JBC. Leurs origines sont entourées de spéculations et de débats. Étaient-ils des Goths sages, comme certains le pensent, ou des Goths de l'Ouest, marquant leur emplacement géographique? Les réponses restent insaisissables, perdues dans le passage du temps. Nous savons qu'ils étaient une branche des Goths, un puissant peuple germanique. Ils apparaissent d'abord dans les annales historiques comme de redoutables guerriers. Ils se sont heurtés au puissant empire romain, laissant leur marque sur le champ de bataille. Leur histoire ancienne est un récit de migration, de conflits et d'une recherche constante de terres et de domination. Ces premières interactions avec Rome étaient complexes. Elles étaient marquées à la fois par la coopération et par le conflit. Les Wisigoths étaient une menace, mais aussi des alliés potentiels. Ils aspiraient à la richesse et à la stabilité du monde romain. Ce désir allait façonner leur destin pour les siècles à venir. Les Wisigoths n'étaient pas seulement des conquérants. Ils étaient aussi des survivants. Ils se sont adaptés à de nouveaux environnements et à de nouveaux défis. Ils ont absorbé des éléments de la culture romaine et de la stratégie militaire. Cette adaptabilité allait s'avérer cruciale pour leur survie, alors qu'ils s'aventuraient au cœur d'un empire en ruine. Chuchotement du Nord. La genèse des Wisigoths. Les Wisigoths. Leur nom même évoque un sentiment de mystère. Ils émergent des brumes de l'histoire au IIIe siècle après JC. Leurs origines sont entourées de spéculations et de débats. Ils apparaissent d'abord dans les annales historiques comme de redoutables guerriers. Ils se sont heurtés au puissant empire romain, laissant leur marque sur le champ de bataille. Leur histoire ancienne est un récit de migration, de conflits et de recherche de terre. La longue route vers l'ouest, migration et conflits. La saga des Wisigoths est celle d'un mouvement constant. Poussés par les Huns, les Wisigoths ont migré vers l'ouest. Les Huns étaient des guerriers nomades d'Asie. Leur arrivée a déclenché un effet domino. Les Wisigoths ont supplié Rome de leur offrir refuge. Rome a accepté, espérant les utiliser comme un tampon. Mais la relation était tendue. En 378 après JC, la bataille d'Andrinople a éclaté. Les Wisigoths ont vaincu l'armée romaine. La victoire a révélé la fragilité de Rome. La cité éternelle tombe. Le sac de Rome. La bataille d'Andrinople fut un tournant. Elle a enhardi les Wisigoths et brisé l'aura d'invincibilité romaine. Pendant des décennies, ils ont pillé les Balkans, tenant l'empire en otage. Puis, un nouveau chef a émergé, Alaric Ier. Alaric était un guerrier habile et un stratège rusé. Il a vu la faiblesse de l'empire romain et a visé son cœur. En 410 après JC, il a conduit son peuple vers le sud, aboutissant au tristement célèbre sac de Rome. Le sac de Rome reste l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire antique. Pendant des siècles, Rome avait été le centre du monde connu. Sa chute aux mains d'une armée barbare était impensable. L'événement a envoyé des ondes de choc à travers l'empire et au-delà. Il a marqué la fin d'une ère. Les raisons de la décision d'Alaric de mettre à sac Rome sont encore débattues. Était-ce un acte de vengeance calculé pour la traîtrise romaine? Était-ce une tentative désespérée d'obtenir une paix durable et une patrie pour son peuple? Ou était-ce simplement un acte de pillage opportuniste? La réponse, perdue dans le temps, ajoute au mystère qui entoure les Wisigoths. Un chemin différent vers la foi, le christianisme ariane et les Wisigoths. Les Wisigoths n'étaient pas seulement des conquérants et des pillards. Ils étaient aussi un peuple en pleine transformation culturelle. Au IVe siècle après JC, ils se sont convertis au christianisme. Mais leur version du christianisme les distinguait du monde romain, l'arianisme. L'arianisme, du nom de son fondateur Arius, différait du christianisme traditionnel dans sa vision de la relation entre Jésus et Dieu le Père. Ces différences théologiques ont eu des implications politiques importantes. Elles ont créé un fossé religieux entre les Wisigoths et la population romaine qu'ils dirigeaient. Cette distinction religieuse a eu un impact durable sur l'histoire des Wisigoths. Elle a contribué à leur isolement du monde romain et alimenté les conflits avec l'Église catholique. Pourtant, elle a également favorisé une identité culturelle unique. Les Wisigoths ont développé leurs propres pratiques et traditions religieuses, distinctes de celles de leurs voisins romains. L'héritage le plus durable de l'arianisme wisigothique est la Bible d'Ulfilas. Ulfilas était un évêque wisigoth
qui, au IVe siècle après JC, a traduit la Bible en langue gothique. Cette traduction, une réalisation monumentale, a fourni aux Wisigoths leurs propres écritures et a aidé à préserver leur langue et leur culture. Section 5. Le royaume au soleil, les Wisigoths en Espagne. Après le sac de Rome, les Wisigoths ont continué leur migration vers l'ouest. Ils ont traversé les Pyrénées et sont entrés dans la péninsule ibérique, une terre qui abritait déjà des Romains, des Ibères et d'autres groupes. Ici, dans les terres fertiles de l'Hispanie, ils allèrent se forger un nouveau destin. Au XIe siècle après JC, les Wisigoths ont établi un royaume en Espagne. Leur règne, bien que marqué au départ par des conflits, a progressivement apporté la stabilité à la région. Les Wisigoths, autrefois guerriers nomades, sont devenus les dirigeants d'un royaume puissant. Sous leur règne, l'Espagne a connu une période de transformation culturelle et politique. Les Wisigoths, influencés par les modèles romains, ont développé un système juridique et une structure administrative sophistiquée. Ils ont construit des églises et des palais, laissant leur marque sur le paysage. Leur royaume n'était pas une entité monolithique. C'était une tapisserie tissée de différentes cultures et religions. Les Wisigoths, bien que chrétiens ariens, ont progressivement adopté des éléments du droit et de l'administration romain. Ils ont également interagi avec la population hispano-romaine indigène, ce qui a conduit à un processus graduel de fusion culturelle. Section 6. Le prix de l'unité, conflits religieux et conflits internes. Le royaume wisigothique, bien que puissant, n'était pas à l'abri des tensions internes. L'un des défis les plus persistants était la division religieuse entre les Wisigoths ariens et leurs sujets catholiques. Cette division a souvent conduit à des conflits et à l'instabilité, affaiblissant le royaume de l'intérieur. En 587 après JC, le roi Récared Ier a pris une décision capitale. Il s'est converti au catholicisme, cherchant à unifier son royaume sous une seule foi. Cette conversion, bien qu'un tournant, n'a pas complètement guéri la division religieuse. L'héritage de l'arianisme persistait et les tensions religieuses continuaient de mijoter sous la surface. Ces tensions, combinées aux luttes de pouvoir au sein de la noblesse wisigothique, ont créé un paysage politique volatile. Les nobles ambitieux se disputaient le pouvoir, recourant souvent à l'intrigue et à la violence. Ces divisions internes allaient finalement affaiblir le royaume wisigothique, le rendant vulnérable aux menaces extérieures. Le royaume, autrefois un phare de stabilité dans une Europe fragmentée, a commencé à montrer des fissures dans ses fondations. Section 7. Le croissant de lune se lève. La chute de l'Espagne wisigothique. À l'aube du 7e siècle, une nouvelle force a émergé sur la scène mondiale, l'islam. Les armées du califat omeyyade, animées par la foi et le désir de conquête, ont balayé l'Afrique du Nord, conquérant de vastes territoires. Leur regard s'est rapidement porté sur la péninsule ibérique. En 711 après JC, une armée musulmane sous le commandement de Tariq ibn Ziyad a traversé le détroit de Gibraltar. Ils ont débarqué sur la côte sud de l'Espagne, défiant le royaume wisigothique. La bataille de Guadalete, livrée en juillet de la même année, a scellé le sort de l'Espagne wisigothique. L'armée wisigothique, affaiblie par les divisions internes et prise au dépourvu, a été mise en déroute. Le roi Roderick, le dernier roi wisigoth d'Espagne, a été tué et son royaume s'est effondré. La conquête musulmane de l'Espagne fut rapide et décisive. En quelques années, la majeure partie de la péninsule ibérique était sous contrôle musulman. La chute de l'Espagne wisigothique a marqué la fin d'une ère. Elle a également inauguré un nouveau chapitre de l'histoire de l'Europe, marqué par l'interaction des cultures chrétiennes et islamiques. L'héritage des Wisigoths, cependant, ne serait pas entièrement effacé. Section 8. Les échos dans la poussière, l'héritage des Wisigoths. Les Wisigoths ont disparu de l'histoire aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Leur royaume en Espagne, autrefois une force puissante, n'existait plus. Mais leur impact sur le cours de l'histoire européenne ne doit pas être sous-estimé. Ils ont laissé un héritage de fusion culturelle, de transformation religieuse et d'innovation politique. Leurs codes juridiques ont influencé le droit espagnol ultérieur, et leurs styles artistiques ont résonné dans l'architecture et les artefacts de la péninsule ibérique. Leur histoire est un rappel que l'histoire n'est pas une progression linéaire. C'est une tapisserie tissée de migrations, de conflits, d'échanges culturels et de coups du sort inattendus. Les Wisigoths,
autrefois perçus comme des barbares aux portes de la civilisation, ont joué un rôle crucial dans le façonnement du destin de l'Europe. Ils nous rappellent que même les empires les plus puissants ne sont pas à l'abri du déclin, et que des cendres de l'effondrement, de nouvelles cultures et identités peuvent émerger. Les Wisigoths, bien que disparus, continuent de murmurer à travers les couloirs de l'histoire, nous exhortant à écouter et à apprendre de leurs récits énigmatiques. Alaric, un nom gravé dans l'histoire, est né dans un monde de changements et de bouleversements. C'était un Wisigoth, l'un des peuples germaniques qui précèdent les frontières du puissant empire romain. On sait peu de choses sur ses jeunes années, un mystère enveloppé par la brume du temps. Pourtant, le destin avait de grands projets pour Alaric. Il deviendrait un guerrier redoutable, un stratège rusé, et finalement le premier chef barbare à franchir les murs de Rome en plus de 8 siècles. Le monde d'Alaric était un monde où l'ordre ancien s'effondrait. L'Empire romain, autrefois considéré comme invincible, n'était plus que l'ombre de lui-même. Les conflits internes, l'instabilité économique et la pression incessante des forces extérieures avaient affaibli ce qui était autrefois une puissance immense. C'est dans ce monde qu'est entré Alaric, un homme qui allait exploiter ses faiblesses et laisser une marque indélébile sur l'histoire. Son histoire est celle de l'ambition, de la cruauté et finalement de la chute d'un empire. Les Wisigoths, comme beaucoup de tribus germaniques, avaient interagi avec les Romains pendant des générations. Certains servaient comme alliés romains, combattant dans leurs armées et adoptant des aspects de la culture romaine. Alaric, lui aussi, a appris l'art de la guerre en combattant pour Rome. Il a été témoin direct des forces et des faiblesses de la machine militaire romaine. Cependant, la loyauté était une chose fragile en ces temps tumultueux. Les graines de l'ambition d'Alaric ont été semées dans le chaos de la fin du IVe siècle. Il a vu comment l'empire autrefois puissant s'effondrait de l'intérieur, ses empereurs étant souvent faibles ou incompétents. Il a reconnu le ressentiment croissant parmi son peuple, qui se sentait de plus en plus marginalisé et exploité par les Romains. Alaric, un chef charismatique et ambitieux, a saisi ce mécontentement. Il a uni les tribus Wisigoths sous sa bannière, leur promettant des terres, des richesses et un destin libéré de l'oppression romaine. L'Empire romain, à la fin du IVe siècle après Gimsée, était un royaume divisé. L'empereur Théodose Ier, dans une tentative désespérée de stabiliser l'empire tentaculaire, l'avait divisé entre ses 2 fils. Honorius, le plus jeune fils, hérita de l'Empire romain d'Occident, tandis qu'Arcadius, l'aîné, prit le contrôle de l'Orient. Cette division s'est avérée désastreuse. Les 2 moitiés, au lieu de se soutenir mutuellement, sont devenues rivales, leurs dirigeants étant plus préoccupés par les intrigues de la cour et le pouvoir personnel que par les menaces croissantes à leurs frontières. Honorius, jeune et inexpérimenté, s'est avéré un dirigeant faible et inefficace. Il s'appuyait fortement sur ses conseillers, dont certains étaient plus intéressés par leur propre avancement que par le bien-être de l'Empire. La corruption était omniprésente, l'armée affaiblie par des luttes intestines constantes et le peuple accablé par des impôts oppressifs. C'est dans cette poudrière de ressentiment et d'instabilité qu'Alaric et ses Wisigoths ont marché, leur arrivée déclenchant un conflit qui allait changer le cours de l'histoire. Après des années de campagne, Alaric a pris sa décision fatidique. Il allait marcher sur Rome elle-même. Les raisons de sa décision restent un sujet de débat parmi les historiens. Était-ce de l'ambition pure, un désir de vengeance contre un empire romain qui l'avait trahi, ou un pari calculé pour forcer les Romains à lui accorder des concessions? Quelles que soient ses motivations, la décision d'Alaric a envoyé des ondes de choc à travers l'Empire. Rome avait été considérée comme imprenable, ses légions les maîtres du champ de bataille. Le 24 août 410, après J.C., Alaric et ses Wisigoths franchirent la porte Salaria. Rome, pour la première fois en près de 800 ans,
était à la merci d'un envahisseur étranger. Le sac de Rome fut un événement traumatisant, un symbole du déclin de l'Empire. Section 5. Chuchotements dans les ruines, mystères et intrigues du sac de Rome. Les détails exacts de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours et 3 nuits d'août restent entourés de mystères. Les récits contemporains, souvent écrits par des observateurs choqués et horrifiés, brossent un tableau de chaos et de violence. Pourtant, ils parlent aussi de retenue d'Alaric, converti au christianisme, ordonnant à ses troupes d'épargner les églises et les sanctuaires religieux. Les Wisigoths, semble-t-il, n'étaient pas les barbares sans cervelle que la propagande romaine les dépeignait souvent. L'un des mystères persistants entourant le sac est le sort des trésors légendaires de Rome. Qu'est-il advenu des artefacts inestimables, de l'or et de l'argent, qui avaient été amassés au cours des siècles de conquête romaine? Certains récits parlent des Wisigoths emportant de vastes quantités de butin, tandis que d'autres suggèrent qu'une grande partie des richesses de la ville a été cachée avant l'arrivée des envahisseurs. Aujourd'hui encore, l'emplacement du supposé trésor d'Alaric reste un mystère alléchant, alimentant les spéculations et les chasses au trésor. Section 6. Un héritage forgé dans le chaos. Les conséquences du sac de Rome. Le sac de Rome, en 410 après JC, a envoyé des ondes de choc dans tout le monde romain. C'était un rappel brutal de la vulnérabilité de l'Empire, un signe que l'ordre ancien s'effondrait. L'événement a alimenté le débat religieux, les païens blâmant le sac sur la montée du christianisme. Le sac a également eu un impact profond sur Alaric et les Wisigoths. Ils avaient accompli ce qu'aucune autre armée barbare n'avait fait depuis des siècles. Ils avaient pillé Rome. Cependant, leur victoire fut de courte durée. Alaric mourut peu de temps après. Ses grands projets pour un royaume wisigoth en Afrique du Nord interrompus. Son successeur, Ataulf, conduisit les Wisigoths hors d'Italie, s'installant finalement en Gaule. Le sac de Rome n'était qu'un chapitre de la longue histoire de la chute de l'Empire romain d'Occident. Ce fut le signe avant-coureur des siècles tumultueux à venir. Une ère de migration et de montée de nouvelles puissances. Section 7. La fin d'une ère, le destin changeant de Rome. Le sac de Rome en 410 après JC est souvent considéré comme un tournant dans l'histoire romaine, un symbole du déclin irréversible de l'Empire. S'il est vrai que l'Empire romain d'Occident ne s'est jamais complètement remis du coup politique, économique et psychologique du sac, il est important de se rappeler que la chute de l'Empire a été un processus graduel, s'étendant sur des siècles, et influencé par une interaction complexe de facteurs. L'Empire romain, en particulier à l'ouest, était aux prises avec des problèmes internes, bien avant qu'Alaric et ses Wisigoths n'apparaissent sur la scène. L'instabilité économique, la corruption politique et le déclin des valeurs romaines traditionnelles avaient affaibli l'Empire de l'intérieur. L'afflux de tribus barbares, bien qu'un facteur contributif, était un symptôme de ce déclin, plutôt que la seule cause. Le sac de Rome, bien qu'un événement traumatisant, n'a pas immédiatement signifié la fin de l'Empire romain d'Occident. Il a continué d'exister pendant plusieurs décennies, s'accrochant à une gloire déclinante. Section 8. Conclusion. L'impact durable d'Alaric sur l'histoire. Alaric, le roi wisigoth, a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Il était un produit de son temps, un homme qui s'est élevé au premier plan à une époque de chaos et de bouleversement. Ses motivations, comme celles de nombreuses figures historiques, restent un sujet de débat. Était-il un barbare impitoyable voué à la destruction ou un stratège rusé cherchant à assurer un avenir meilleur à son peuple? Peut-être était-il un peu des deux. Ce qui est certain, c'est que les actions d'Alaric ont eu un impact profond sur le cours de l'histoire. Le sac de Rome en 410 après JC
bien que n'étant pas la seule cause de la chute de l'Empire romain d'Occident, a marqué un tournant. Il a brisé le mythe de l'invincibilité romaine, accéléré le déclin de l'Empire et inauguré une nouvelle ère d'incertitude et de changement en Europe. L'héritage d'Alaric nous rappelle que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer, que l'histoire est pleine de surprises et que les actions d'un seul individu peuvent avoir des conséquences considérables. Bienvenue dans notre exploration des mystères du royaume wisigoth, un royaume forgé par la migration, la guerre et l'ambition, qui a laissé une marque indélébile sur l'Europe. Aujourd'hui, nous allons remonter le cours du temps et découvrir des faits fascinants sur cette période historique. Des plaines arides de la Dacie aux riches terres de la Gaule, les Wisigoths ont parcouru un long chemin. Leur histoire est un récit captivant d'adaptation, de conflits et de survie. Préparez-vous à plonger dans un monde de batailles épiques et de rois puissants. Notre histoire commence au cœur de l'Europe, dans une époque où les terres étaient vastes et les frontières floues. Dans les steppes sauvages, au-delà du Danube, un territoire immense et indompté, les Wisigoths ont trouvé leur foyer. Les Wisigoths, un peuple germanique robuste et fier, ont émergé de l'ombre de l'histoire. Ils étaient connus pour leur résilience et leur capacité à s'adapter aux défis. Leur nom, Goths de l'Ouest, reflète leur migration vers l'Ouest. Cette migration n'était pas seulement un déplacement géographique, mais aussi une quête de nouvelles opportunités et de terres fertiles. Ces nomades habiles, maîtres de l'équitation et de la guerre, vivèrent de la terre. Ils chassaient, cultivaient et se déplaçaient constamment, toujours en quête de nouvelles ressources. Leur société, régie par des codes d'honneur et de loyauté, était dirigée par des chefs charismatiques. Ces leaders prenaient des décisions cruciales pour la survie et la prospérité de leur peuple. Poussés par la pression des Huns, les Wisigoths ont migré vers l'ouest. Les Huns, connus pour leur brutalité, ont forcé de nombreux peuples à fuir devant eux. Leur arrivée aux frontières de l'Empire romain a marqué le début d'une nouvelle ère. Les Wisigoths se sont retrouvés à la croisée des chemins, entre leur passé nomade et un futur incertain. L'Empire romain, autrefois invincible, montrait des signes de faiblesse. Les frontières étaient de plus en plus difficiles à défendre, et les ressources s'amenuisaient. En 376 après JBC, fuyant les Huns, les Wisigoths ont demandé la permission de traverser le Danube. Ils espéraient trouver refuge et sécurité au sein de l'Empire romain. L'empereur Valens a accepté, mais cette décision allait s'avérer être une erreur fatale. L'accueil des Wisigoths allait bouleverser l'équilibre fragile de l'Empire. Les fonctionnaires romains corrompus ont soumis les Wisigoths à des traitements cruels. Ils ont abusé de leur pouvoir, exploitant les Wisigoths et les privant de ressources essentielles. Humiliés et affamés, les Wisigoths se sont révoltés, transformant leur désespoir en une guerre ouverte. Cette révolte allait changer le cours de l'histoire pour les deux peuples. En 378 après JC, l'Empire romain a subi l'une de ses pires défaites près d'Andrinople. Cette bataille a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Empire romain. Deux armées se sont affrontées dans une bataille qui allait sceller le destin de nations entières. Les forces en présence étaient prêtes à tout pour remporter la victoire. D'un côté, les légions romaines commandées par l'empereur Valens, un leader déterminé à défendre son empire coûte que coûte. De l'autre, les Wisigoths, menés par Fritigern, prêts à se battre jusqu'à la mort pour leur survie et leur liberté. La bataille a commencé par une série d'escarmouches, chaque camp testant les défenses de l'autre. Les archers Wisigoths harcelaient les légions romaines avec une pluie de flèches, perturbant leur formation, tandis que les fantassins romains tentaient de maintenir leur position, formant un mur de boucliers. Les Wisigoths, inférieurs en nombre mais supérieurs en mobilité, utilisèrent des tactiques de harcèlement et de guérilla. Les Romains, habitués à combattre en formation serrée,
se retrouvèrent désorganisés et incapables de répondre efficacement. Fritigerne lança une attaque massive sur le centre de la ligne romaine, exploitant leur désorganisation. Les Wisigoths se jetèrent sur leurs ennemis comme une meute de loups affamés, déterminés à écraser les légions romaines. Les légions romaines furent massacrées, laissant des milliers de morts sur le champ de bataille. L'empereur Valent fut tué au cours des combats, son corps jamais retrouvé, ajoutant à la tragédie de la défaite. Cette défaite a ébranlé l'Empire romain jusqu'à ses fondations, marquant le début d'une période de déclin irréversible. La bataille d'Andrinople a été un séisme politique et psychologique pour l'Empire romain. La puissance romaine avait été brisée par une force extérieure. L'aura d'invincibilité des légions s'était évaporée. Des soulèvements éclatèrent dans les provinces. Les Wisigoths, victorieux mais épuisés, proposèrent la paix à Rome. En 382 après J.C., l'empereur Théodose Ier signa un traité avec les Wisigoths. En échange de leurs services militaires, les Wisigoths recevaient des terres dans les Balkans. Ce traité marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'Empire romain. Pour la première fois, un peuple barbare était autorisé à s'installer à l'intérieur des frontières de l'Empire. Ce précédent allait affaiblir davantage l'autorité de Rome. D'autres peuples germaniques allaient bientôt suivre leurs traces. La fin de Valent à Andrinople est un récit poignant d'ambition démesurée et de mauvais calculs. Valent avait commis une série d'erreurs qui allaient sceller son destin. Sous-estimant la force des Wisigoths, il avait conduit ses légions dans une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Ignorant les conseils de ses généraux, il avait conduit ses hommes à un massacre. Alors que la bataille tournait au désastre, Valent se retrouva piégé. Ses gardes du corps tombèrent les uns après les autres. Blessé et désespéré, Valent chercha refuge dans une ferme voisine. Les Wisigoths mirent le feu à la ferme, ignorant que l'empereur s'y cachait. Valent périt dans l'incendie, son corps jamais retrouvé. Sa mort marqua la fin d'une époque pour l'Empire romain. La disparition de Valent laissa un vide de pouvoir au sein de l'Empire. Son successeur, Théodose Ier, hérita d'un empire en crise. Les conséquences de la bataille d'Andrinople se sont répercutées à travers les siècles, changeant à jamais le cours de l'histoire romaine. L'Empire romain, autrefois invincible, était entré dans une nouvelle ère de vulnérabilité et de transformation profonde. Les frontières, autrefois solides de l'Empire, ont commencé à s'effriter. L'affaiblissement de l'armée romaine a ouvert la voie à d'autres invasions barbares qui ont profité de cette faiblesse pour pénétrer plus profondément dans le territoire romain. Des peuples germaniques, tels que les Wisigoths et les Vandales, ont franchi les frontières de l'Empire, fondant leur propre royaume sur les terres romaines. Les mariages mixtes entre Romains et barbares ont donné naissance à une nouvelle culture hybride, mélangeant tradition romaine et coutumes barbares. L'Empire romain d'Occident s'est effondré en 476 après J.C., marquant le début du Moyen Âge et la fin d'une ère de domination romaine. L'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, a survécu, mais a dû faire face à ses propres défis, notamment les invasions et les conflits internes. Le traité de 382 après J.C. a créé un précédent pour l'installation de peuples barbares sur le sol romain, intégrant ces nouveaux arrivants dans la société romaine. Cependant, la rencontre entre Romains et barbares a également conduit à des échanges culturels fructueux, enrichissant les deux civilisations. Les Wisigoths ont joué un rôle important dans la transmission de la culture romaine à l'Europe médiévale, préservant et adaptant de nombreux aspects de la civilisation romaine. Ils ont développé un code de lois écrit, le Code de Ric, inspiré du droit romain, qui a influencé les systèmes juridiques médiévaux. La bataille d'Andrinople a marqué la fin d'une époque et le début d'une autre.
symbolisant le déclin de l'Empire romain et l'émergence de nouvelles puissances en Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les mystères du royaume wisigoth. Nous avons retracé leur histoire mouvementée, depuis leurs origines jusqu'à leur impact sur l'Empire romain. Les Wisigoths ont joué un rôle crucial dans la formation de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Leur héritage se retrouve dans notre art, notre architecture, nos lois et même notre ADN. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'histoire au prochain épisode. Les Wisigoths, un nom qui résonne à travers l'histoire. Mais qui étaient ces gens? Les Wisigoths étaient une branche des Goths, un peuple germanique originaire de Scandinavie. Ils ont entrepris une longue migration à travers l'Europe, atteignant finalement les frontières de l'Empire romain. Initialement, les Wisigoths se sont heurtés aux Romains pour des questions de territoire. En 410 après J.C., menés par Alaric Ier, ils pillèrent Rome, marquant un tournant dans l'histoire romaine. Cependant, leur relation avec les Romains évolua, ils devinrent des alliés et se virent accorder des terres dans le sud-ouest de la Gaule, la France actuelle. C'est là qu'ils établirent le royaume wisigoth. Les Wisigoths étaient des guerriers, mais aussi un peuple adaptable. Ils absorbèrent la culture et les lois romaines. Cette fusion des cultures façonna leur destin. Ils étaient prêts à laisser leur empreinte sur l'histoire. Leur histoire ne faisait que commencer. Regardez, nous sommes en 507 après J.C., mais avouez, dans la France actuelle, le royaume wisigoth, sous Alaric II, est confronté à une nouvelle menace. Les Francs, menés par Clovis Ier, remettent en question leur domination en Gaule. La bataille de Vouillé fut un choc des titans. Gap 2S. Son issue redessina le paysage politique de l'Europe occidentale. La bataille fut féroce et sanglante. La victoire revint aux Francs. Les Wisigoths subirent une défaite écrasante et Alaric II fut tué. Cette défaite marqua un tournant. Ils abandonnèrent Toulouse et se déplacèrent vers le sud, traversant les Pyrénées pour se réfugier dans la péninsule ibérique. Cette région, l'Espagne et le Portugal d'aujourd'hui, devint leur nouvelle patrie. La bataille de Vouillé ouvrit la voie à un royaume plus durable en Espagne. À la recherche d'une nouvelle capitale, les Wisigoths choisirent Tolède. Cette ville ancienne, stratégiquement située au cœur de la péninsule ibérique, devint leur centre de pouvoir. Tolède avait été gouvernée par les Romains et d'autres avant les Wisigoths. Juchée sur une colline surplombant le Tage, Tolède était une forteresse naturelle. Le fleuve offrait une défense et une voie commerciale. L'emplacement central de la ville en faisait une base idéale pour la gouvernance. Les Wisigoths s'approprièrent Tolède, y ajoutant de nouvelles constructions. Ils bâtirent des palais et des églises, laissant leur marque sur son architecture. Tolède prospéra comme centre de culture et d'apprentissage. Les rois wisigoths tinrent cour à Tolède, promulguant des lois et gouvernant leur royaume. L'importance de Tolède n'était pas seulement politique, mais aussi religieuse. Les Wisigoths, initialement chrétiens ariens, se convertirent plus tard au catholicisme. Tolède joua un rôle clé dans cette transformation religieuse. Les conciles de Tolède furent des événements importants. Ils réunirent des chefs religieux et des nobles pour discuter de la foi et de la gouvernance. Les conciles ont façonné le paysage religieux et politique du royaume wisigoth. Une question cruciale était la conversion religieuse des Wisigoths. Initialement chrétiens ariens, ils embrassèrent le catholicisme en 589 après J.C., sous le roi Récared Ier. Cette conversion unifia le royaume sur le plan religieux et renforça les liens avec la population hispano-romaine, majoritairement catholique. Les conciles de Tolède intégrèrent les Wisigoths dans la société hispano-romaine. Ils abordèrent également la discipline ecclésiastique,
les relations entre la monarchie et l'Église et les questions sociales. Les décisions prises lors de ces conciles eurent un impact durable sur le droit et la société. Les conciles de Tolède furent essentiels au développement du royaume. Les Wisigoths étaient des administrateurs compétents. Ils établirent un système de gouvernance dans leur royaume ibérique, s'inspirant largement des précédents romains. Ils admiraient le droit et l'administration romains, adoptant et adaptant les principes juridiques romains. Ils créèrent le Liber Judiciorum ou Code wisigoth, combinant le droit romain et les coutumes germaniques. Ce code couvrait le droit pénal, le droit familial, les droits de propriété et les transactions commerciales. Il reflétait le désir des Wisigoths d'une société bien ordonnée. Les rois Wisigoths, aidés par une bureaucratie de Wisigoths et d'hispano-romains, régnaient depuis Tolède. Ils promulguaient des lois, percevaient des impôts et maintenaient l'ordre. Le royaume Wisigoth représenta une période de stabilité et de prospérité dans l'histoire ibérique. Le royaume Wisigoth reste entouré de mystères. De nombreux documents ont été perdus au fil du temps, rendant difficile de dresser un tableau complet. Un aspect débattu est leur conversion au catholicisme. Alors que le récit officiel évoque une conversion rapide, certains historiens soutiennent que l'arianisme a persisté plus longtemps. Les raisons de leur chute rapide face à la conquête islamique au début du 8e siècle sont également débattues. Des divisions internes au sein de l'élite Wisigoth pourraient même en avoir affaibli leur résistance. Les envahisseurs islamiques étaient très motivés et expérimentés dans l'art de la guerre. De nouvelles recherches apportent un éclairage nouveau sur la période Wisigoth. Cependant, les Wisigoths restent une énigme, leur secret partiellement caché. Le royaume Wisigoth connut sa fin au début du 8e siècle. En 711 après J.A.C., une armée de conquérants islamiques traversa le détroit de Gibraltar, menée par Tariq ibn Ziyad. Le roi Wisigoth, Rodrigue, marcha vers le sud pour affronter les envahisseurs. Les deux armées s'affrontèrent à la bataille de Guadalete. La bataille fut une victoire décisive pour les forces islamiques. Rodrigue fut tué et le royaume Wisigoth fut anéanti. Les divisions internes au sein de la noblesse Wisigoth ont pu affaiblir leur résistance. La conquête islamique marqua un tournant dans l'histoire ibérique. Le royaume Wisigoth, autrefois dominant, n'était plus. Le royaume Wisigoth a laissé une marque indélébile sur l'histoire et la culture ibérique. Son héritage est visible dans la société, la langue et le droit espagnol. Ils ont codifié le droit romain dans le Liber Judiciorum, influençant les codes juridiques espagnols ultérieurs. Les Wisigoths ont contribué au développement de la langue espagnole. Leur héritage architectural est encore perceptible dans les structures qui subsistent à Tolède et dans d'autres régions d'Espagne. Ces vestiges offrent un lien tangible avec le passé Wisigoth. Malgré leur court règne, les Wisigoths ont joué un rôle important dans le façonnement du destin de la péninsule. Leur héritage continue de résonner, nous rappelant une période fascinante de l'histoire européenne. L'an 418 après Jésus-Christ, une année marquée par des bouleversements. L'Empire romain, autrefois un monolithe de puissance, s'effondre sous le poids de ses propres contradictions et des invasions incessantes. De ses cendres naissent de nouveaux royaumes, forgés par les tribus migrantes, qui avaient mis à l'épreuve la puissance de Rome pendant des siècles. Ces tribus, cherchant de nouvelles terres et opportunités, redéfinissent le paysage politique de l'Europe. Parmi elles, les Wisigoths, un peuple germanique réputé pour sa prouesse martiale et son esprit indomptable. Ils ont taillé un royaume dans le sud-ouest de la Gaule, une région riche en héritage romain et d'une importance stratégique. Ce territoire, autrefois sous la domination romaine, devient le cœur de leur nouveau pouvoir. Cela marqua le début d'une nouvelle ère en Europe occidentale, une ère où les Wisigoths joueraient un rôle central.
leur influence s'étendrait bien au-delà de leurs frontières immédiates. Leur royaume, avec Toulouse pour capitale, deviendrait un phare de culture et de puissance, témoignant des changements de cap de l'histoire. Toulouse, en particulier, se transformerait en un centre vibrant de commerce et d'art. Ce n'était pas une simple conquête barbare, mais une fusion complexe de culture et de tradition. Les Wisigoths, contrairement à certains de leurs homologues, avaient adopté une certaine mesure de gouvernance et de droit romain. Ils comprenaient l'importance de la stabilité et de l'ordre pour maintenir leur nouveau royaume. Ils cherchaient à établir l'ordre et la stabilité dans leur nouveau domaine, mêlant leurs traditions aux vestiges de la civilisation romaine. Cette fusion culturelle serait la clé de leur succès durable. Leurs rois, portant des noms comme Ataulf et Théodoric, marchaient sur une corde raide, équilibrant leur héritage gothique avec la nécessité de gouverner une population majoritairement romaine. Leur leadership serait crucial pour naviguer les défis de cette nouvelle ère. Toulouse, stratégiquement positionnée sur les rives de la Garonne, était plus qu'un simple centre politique. Elle devint le cœur de la culture wisigothique, un lieu où artisans et érudits romains se mêlaient aux nobles et guerriers goths. L'architecture romaine de la ville, avec ses amphithéâtres et ses aqueducs, témoignait d'une époque révolue, désormais ornée des symboles du pouvoir wisigothique. Le roi Théodoric Ier, connu pour sa sagesse et son habileté diplomatique, fit de Toulouse un centre d'apprentissage. Il patronnait les érudits et encourageait la préservation du savoir romain, favorisant un mélange unique de traditions romaines et gothiques. Cette fusion était évidente dans leur code juridique, leur art et leur vie quotidienne. Les rois wisigoths, désireux de consolider leur règne, commandèrent de grandes églises et palais, laissant leur marque sur le paysage architectural de Toulouse. Les Wisigoths, malgré leur réputation de guerriers, n'étaient pas opposés à l'état de droit. Ils ont codifié leurs lois, créant le bréviaire d'Alaric, qui s'inspirait fortement des principes juridiques romains. Ce code juridique fournissait un cadre de gouvernance, réglementant tout, du mariage et de l'héritage au commerce et à la justice pénale. Il offrait une protection aux Romains et aux Wisigoths sous un système juridique unifié. Leur culture, elle aussi, était une tapisserie vibrante. Tout en conservant leur langue et leurs traditions germaniques, ils adoptèrent facilement les coutumes et les styles artistiques romains. La noblesse wisigothique, désireuse d'émuler l'élite romaine, commanda des bijoux exquis, des mosaïques complexes et des armes finement travaillées. Cette fusion culturelle, ce mélange de romain et de gothique, a donné naissance à une période unique et fascinante de l'histoire européenne. Au nord, une nouvelle puissance montait. Les Francs, une autre tribu germanique avec ses propres ambitions. Menés par le rusé et ambitieux Clovis, les Francs avaient embrassé une nouvelle foi, le christianisme, dans sa forme catholique. Cela les distinguait des Wisigoths, qui adhéraient au christianisme arien, une différence théologique qui allait avoir de profondes ramifications politiques et militaires. Clovis, voyant les Wisigoths à la fois comme des rivaux et des hérétiques, cherchait à étendre son royaume vers le sud. Il convoitait les terres fertiles de l'Aquitaine et voyait une opportunité d'unir les Francs sous la bannière du christianisme catholique. Le décor était planté pour une confrontation qui allait remodeler le paysage politique de la Gaule. La bataille de Vouillé, un choc des rois. Au printemps de 507, les deux armées se rencontrèrent près du village de Vouillé, non loin de Poitiers. Le roi wisigoth, Alaric II, mena ses forces, renforcées par des alliés d'autres tribus germaniques, contre l'armée franque sous Clovis. La bataille de Vouillé fut un choc des rois, une lutte pour la suprématie qui allait décider du sort de la Gaule. Les détails de la bataille sont enveloppés dans les brumes du temps, transmis par des chroniques écrites par les vainqueurs et les vaincus. Ce que nous savons, c'est que la bataille fut féroce et sanglante, un témoignage de la prouesse martiale des deux camps. Mais à la fin, la fortune favorisa Clovis. Alaric II, le roi wisigoth, tomba au combat, son armée mise en déroute. Chuchotement dans les ruines, perçaient les mystères de Vouillé. Les ruines anciennes murmurent des secrets oubliés, des histoires de batailles et de gloire. L'emplacement exact de la bataille de Vouillé reste un mystère,
une énigme qui continue d'intriguer les historiens et les archéologues. Chaque année, de nouvelles théories émergent, mais aucune preuve définitive n'a encore été trouvée. Les chroniques de l'époque fournissent des récits contradictoires, et le terrain lui-même a changé au cours des siècles. Les manuscrits anciens sont étudiés avec soin, mais ils ne révèlent que des fragments de vérité. Certains pensent que la bataille a eu lieu près d'une villa romaine, dont les ruines sont maintenant cachées sous les champs et les vignes. Ces ruines, bien que silencieuses, racontent une histoire de grandeur passée. D'autres pointent vers un gué stratégique sur la rivière Clain, un point d'étranglement naturel où le choc des armées aurait pu se dérouler. Ce gué, avec ses eaux tranquilles, pourrait bien avoir été témoin de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire. La découverte d'armes anciennes, de pièces de monnaie et de restes squelettiques dans les environs de Vouillé offre des indices alléchants. Mais le puzzle reste entier. Chaque artefact découvert ajoute une nouvelle pièce au mystère. Le choc décisif s'est-il produit dans une plaine balayée par le vent, ou au milieu des ruines de l'ancienne gloire de Rome? Les plaines, avec leur silence imposant, semblent garder les secrets de cette bataille épique. Le mystère de l'emplacement exact de Vouillé ne fait qu'ajouter à l'attrait de cet événement crucial. Chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle théorie, nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais le mystère persiste, captivant l'imagination de tous ceux qui s'y intéressent. L'héritage de la défaite, un royaume déplacé. La défaite de Vouillé fut un coup dur pour les Wisigoths. Leur royaume de Gaule, qui s'étendait autrefois de la Loire aux Pyrénées, fut brisé. Forcés de se replier vers le sud, ils établirent une nouvelle capitale à Tolède, au cœur de l'Hispanie. Le rêve d'un royaume wisigoth en Gaule était en ruine, victime de l'ambition franque et des sables mouvants du pouvoir. Pourtant, les Wisigoths n'étaient pas finis. En Hispanie, ils reconstruiraient à leur force, forgeant un nouveau royaume qui allait durer encore 2 siècles. Ils laissèrent un héritage durable en Gaule, leur influence étant évidente dans l'architecture, les codes juridiques et même la langue du sud de la France. Conclusion. Les échos des Wisigoths. Le royaume wisigoth, bien que finalement chassé de la Gaule, laissa une marque indélébile sur le cours de l'histoire européenne. Leur influence s'étendait bien au-delà de leur règne, touchant divers aspects de la culture et de la société. Leur règne à Toulouse fut une époque de fusion culturelle, de traditions romaines et gothiques, s'entremêlant pour créer quelque chose d'unique. Cette période de cohabitation a donné naissance à des innovations artistiques et architecturales qui perdurent encore aujourd'hui. La bataille de Vouillé, un choc de rois et de royaumes, marqua un tournant dans la dynamique du pouvoir en Europe occidentale, ouvrant la voie à l'essor du royaume franc et au façonnage du continent que nous connaissons aujourd'hui. Cette bataille décisive a non seulement changé le cours de l'histoire, mais a également laissé une empreinte durable sur la mémoire collective. Les échos de leur présence se font encore sentir, des murmures dans les ruines des villas romaines, dans les pages des manuscrits anciens et dans le tissu même du sud de la France. Ces vestiges racontent l'histoire d'une époque révolue, mais toujours vivante dans notre patrimoine culturel. Les Wisigoths, bien que leur temps en Gaule ait été relativement bref, ont laissé un héritage qui continue de fasciner et d'inspirer. Un témoignage de la puissance durable de la culture et du flux et du reflux de l'histoire. Leur héritage est un rappel constant de la manière dont les civilisations se chevauchent et se transforment au fil du temps. Imaginez un vaste royaume, s'étendant sur toute la péninsule ibérique. Il s'agissait du royaume wisigoth, une force puissante au VIe siècle. Les Wisigoths étaient un peuple germanique. C'étaient de féroces guerriers, mais ils avaient aussi une foi différente de la population romaine qu'ils gouvernaient. Les Wisigoths étaient ariens. L'arianisme était une branche du christianisme. Elle différait du catholicisme sur un point de croyance essentiel. Les Ariens croyaient que Jésus était divin, mais pas égal à Dieu le Père. Cette différence a eu de profondes implications. Elle a créé une fracture religieuse au sein du royaume wisigoth.
Les Romains étaient en grande partie catholiques. Cette tension religieuse mijotait sous la surface. Les rois wisigoths, avant Récarède Ier, pratiquèrent le christianisme arien. Ils maintenirent des églises et des évêques séparés. Cette division entravait l'unification du royaume. L'élite wisigothique restait séparée de ses sujets romains. La scène était prête pour un changement dramatique, un changement qui allait remodeler le paysage religieux et politique. Nous sommes en l'an 586 après J.C. Un nouveau roi monte sur le trône wisigoth. Son nom est Récarède Ier. C'est un jeune roi, ambitieux et déterminé à laisser sa marque. Récarède hérite d'un royaume divisé par la foi. Il voit les défis que cette division pose. Il comprend la nécessité de l'unité. Et il conçoit un plan audacieux. Récarède Ier décide de se convertir au catholicisme. Cette décision est capitale. C'est un tournant dans l'histoire wisigothique. Sa conversion n'est pas seulement un choix personnel. C'est une décision stratégique pour consolider son pouvoir et unifier son royaume. Mais qu'est-ce qui a motivé cette décision cruciale? Était-ce un véritable éveil spirituel? Ou était-ce une manœuvre politique calculée? Les archives historiques sont ouvertes à l'interprétation. Certains historiens pensent que Récarède a vécu une véritable conversion. D'autres y voient une décision pragmatique pour renforcer son règne. La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. La conversion de Récarède au catholicisme fut une habile manœuvre politique. En embrassant la foi de la majorité de la population romaine, il visait à combler le fossé qui avait miné ses prédécesseurs. Cette décision n'a pas été prise à la légère. C'était un pari calculé aux implications importantes. L'Église catholique exerçait une influence considérable dans la péninsule ibérique. Son soutien était crucial pour tout dirigeant cherchant à consolider son pouvoir. Récarède l'a reconnu. En s'alignant sur l'Église, il gagnait un puissant allié. L'Église, à son tour, y voyait une opportunité d'étendre son influence. La conversion a également servi à affaiblir la noblesse wisigothique arienne qui avait longtemps résisté à l'autorité royale. Leur pouvoir et leur influence étaient liés à leur foi. En se convertissant au catholicisme, Récarède a sapé leur position et consolidé son propre contrôle sur le royaume. Dans ce récit de transformation religieuse, une figure se détache comme un influenceur clé, l'évêque Léandre de Séville. Homme de foi profonde et d'intelligence vive, Léandre était une figure puissante de l'Église catholique. Il est devenu un confident proche et un conseiller de Récarède Ier. Léandre a vu une opportunité en ce jeune roi. Il a reconnu le désir d'unité de Récarède et son ouverture au catholicisme. Léandre a saisi cette opportunité, utilisant son influence pour guider le roi vers la conversion. Il a engagé Récarède dans des débats théologiques. Il a présenté les arguments en faveur du catholicisme avec éloquence et conviction. Le rôle de Léandre a dépassé la persuasion théologique. C'était un diplomate et un stratège habile. Il a aidé Récarède à naviguer dans les complexités de la conversion religieuse. Il a conseillé le roi sur la manière d'obtenir le soutien du clergé catholique et de la population romaine. L'influence de Léandre sur Récarède et sa conversion fut profonde. Section 5. Les conciles de Tolède. Forger l'unité religieuse. La conversion de Récarède Ier fut un tournant, mais ce n'était que le début. Pour consolider le catholicisme comme religion d'État, une série de conciles d'église furent convoqués à Tolède. Ces conciles, connus sous le nom de Concile de Tolède, ont joué un rôle crucial dans la formation du paysage religieux du royaume wisigoth. Le troisième concile de Tolède, tenu en 589 après J.C., fut particulièrement important. C'est au cours de ce concile que Récarède Ier a officiellement renoncé à l'arianisme et embrassé le catholicisme. Les évêques présents, guidés par Léandre de Séville, ont rédigé des décrets qui ont officiellement établi le catholicisme comme religion officielle du royaume wisigoth. Les conciles de Tolède ont servi de plateforme pour régler les différends religieux, établir l'unité doctrinale et consolider
le pouvoir de l'Église catholique au sein du royaume wisigoth. Ils ont contribué à combler le fossé entre les populations wisigothiques et romaines, ouvrant la voie à une plus grande intégration culturelle et politique. Section 6. Écho de la dissidence, résistance et conflit arien. La conversion au catholicisme, bien qu'un triomphe stratégique, n'a pas été sans difficulté. La noblesse wisigothique arienne, autrefois puissante, a vu son influence diminuer. Leur ressentiment a mijoté, finissant par éclater en rébellion ouverte. Le royaume a été confronté à des conflits internes, alors que des factions ariennes se soulevaient contre le règne de Récarède. Ces soulèvements, bien qu'en fin de compte infructueux, ont mis en évidence la fragilité de l'unité religieuse nouvellement établie. Ils ont démontré que la conversion, bien que largement acceptée, n'était pas universellement adoptée. Le spectre de la violence religieuse planait sur le royaume. Récarède, cependant, s'est avéré être un dirigeant résolu. Il a réprimé les rébellions par la force, consolidant son autorité et assurant la domination du catholicisme. Son règne a connu une période de paix et de stabilité relative, alors que le royaume commençait à se remettre des blessures de la division religieuse. Section 7. Fusion des mondes, transformation sociétale. La conversion au catholicisme a eu des conséquences considérables pour la société wisigothique. Elle a marqué le début d'une transformation progressive mais profonde. Les Wisigoths, autrefois perçus comme des étrangers, ont commencé à s'intégrer plus pleinement à la population romaine. Les barrières religieuses qui les avaient autrefois séparés ont commencé à s'effondrer. Les mariages mixtes entre Wisigoths et Romains sont devenus plus fréquents, brouillant davantage les lignes entre les deux groupes. L'élite wisigothique a adopté les coutumes et la langue romaine, tandis que le droit et l'administration romains ont continué d'influencer le royaume. Cette fusion des cultures a conduit à une identité wisigothique unique, mélangeant les traditions germaniques et les influences romaines. Cette synthèse culturelle a eu un impact durable sur la péninsule ibérique, façonnant son art, son architecture et ses systèmes juridiques pour les siècles à venir. Section 8. L'héritage de la conversion, une empreinte durable. La conversion de Récarède au catholicisme a profondément marqué le royaume wisigoth. Elle a façonné le paysage religieux, politique et culturel de la péninsule ibérique. La conversion a renforcé l'autorité royale et l'identité commune. Elle a aussi intensifié la persécution des minorités religieuses. Malgré cela, l'héritage de Récarède est indéniable. Il a jeté les bases d'une culture unique et durable. Les Wisigoths. Le nom même évoque un mystère, un murmure d'une époque oubliée. Émergeant du déclin de l'Empire romain, ils ont tracé leur propre chemin. Ce peuple énigmatique a joué un rôle crucial dans l'Europe. Leur histoire est un mélange de conquête et d'innovation juridique. Les Wisigoths ont voyagé, emportant leurs traditions. Ils ont adopté des aspects du droit romain. Cette fusion a donné naissance à un système juridique unique. Leurs lois régissaient la vie quotidienne des gens. Le système juridique wisigothique témoigne de leur héritage durable. Les Wisigoths, malgré leur réputation de peuple barbare, possédaient une remarquable capacité de synthèse juridique. Ils ont reconnu la sophistication et la valeur durable du droit romain, intégrant ces principes dans leur propre cadre juridique. Cette fusion des traditions juridiques est évidente dans l'une de leurs réalisations juridiques les plus significatives, le Liber Judiciorum. Le Liber Judiciorum, également connu sous le nom de Livre des juges, n'était pas simplement une compilation des lois wisigothiques existantes. C'était un code juridique soigneusement élaboré qui s'inspirait fortement de sources juridiques romaines, notamment le code théodosien et les nouvelles de Justinien. Cette incorporation du droit romain n'était pas un simple acte d'imitation.
mais plutôt un effort délibéré pour créer un système juridique complet et cohérent pour leur royaume. L'influence du droit romain sur le Liber Judiciorum est particulièrement apparente dans son traitement de questions telles que les droits de propriété, les contrats et les procédures judiciaires. Les Wisigoths ont reconnu l'importance de la sécurité juridique et de la prévisibilité pour favoriser une société stable et prospère. En intégrant les principes juridiques romains dans leur propre code, ils ont cherché à établir un ordre juridique juste et équitable. Le Liber Judiciorum témoigne de l'acuité juridique des Wisigoths et de leur capacité à fusionner diverses traditions juridiques en un tout cohérent. Ce remarquable code juridique, promulgué au 7e siècle, était bien plus qu'une simple collection de lois. C'était un cadre juridique sophistiqué et complet qui reflétait la compréhension de la justice des Wisigoths et leur vision d'une société bien ordonnée. Le Liber Judiciorum se distinguait par l'importance qu'il accordait au droit écrit. Contrairement à beaucoup de leurs homologues germaniques, qui s'appuyaient fortement sur les traditions orales et le droit coutumier, les Wisigoths ont reconnu l'importance de codifier leurs lois. Cet engagement envers le droit écrit a fourni un niveau de sécurité juridique et de transparence inhabituel pour l'époque. L'influence du droit romain sur le Liber Judiciorum est indéniable. La structure du code, sa terminologie juridique et bon nombre de ses dispositions de fond portent l'empreinte indubitable de la jurisprudence romaine. Cependant, le Liber Judiciorum n'était pas une simple copie conforme du droit romain. C'était un mélange unique de principes juridiques romains et de coutumes wisigothiques adaptés aux besoins spécifiques de la société wisigothique. Le règne des Wisigoths en Ibérie a peut-être été relativement court, mais son impact sur le paysage juridique et culturel de la péninsule a été profond et durable. Le Liber Judiciorum, en particulier, a continué d'exercer son influence longtemps après que le royaume wisigothique lui-même ait disparu de la scène de l'histoire. L'influence du Liber Judiciorum s'est étendue au-delà du domaine du droit. Ses dispositions sur des questions telles que le mariage, la famille et l'héritage ont façonné les normes sociales et influencé le développement de la société ibérique pendant des siècles. L'accent mis par le Code sur la protection des veuves et des orphelins, par exemple, reflétait un souci de justice sociale qui a trouvé un écho auprès des générations suivantes. Même après la conquête musulmane de l'Ibérie au 8e siècle, le Liber Judiciorum a continué de régner dans certaines régions. Il a été consulté par les dirigeants chrétiens et musulmans, et ses principes ont été intégrés dans les codes juridiques ultérieurs. L'héritage juridique des Wisigoths, préservé dans les pages du Liber Judiciorum, a servi de pont entre le passé romain et l'avenir ibérique. Les Wisigoths, malgré leur contribution significative à l'histoire européenne, restent une énigme. Leur histoire souvent enveloppée de mystères et d'idées fausses. Leurs origines, leurs motivations, leurs pratiques culturelles, tous ces sujets font l'objet de débats universitaires permanents. La rareté des sources primaires, associée au passage du temps, a rendu difficile la reconstitution d'une image complète et précise de la société wisigothique. L'un des mystères persistants entourant les Wisigoths est la mesure dans laquelle ils se sont assimilés à la culture romaine. Ont-ils conservé leur identité germanique distincte ou ont-ils adopté les coutumes et la langue romaine? Les preuves sont complexes et souvent contradictoires, suggérant un processus complexe d'acculturation et d'adaptation. Malgré les difficultés à démêler le passé wisigothique, leur histoire continue de captiver l'imagination. C'était un peuple de contrastes, de féroces guerriers et de législateurs habiles, des conquérants et des emprunteurs culturels. Leur héritage est une tapisserie complexe, tissée de fils de conquête, d'assimilation et d'innovation. Un héritage qui continue de façonner notre compréhension de l'histoire européenne. L'histoire des Wisigoths, bien que fragmentaire et incomplète, conserve un attrait durable. Peut-être est-ce leur nature même énigmatique qui nous attire vers eux, les aperçus alléchants d'un monde perdu que nous nous efforçons de reconstituer? Ou peut-être est-ce l'improbabilité même de leur ascension vers la gloire,
un peuple barbare qui a taillé son propre royaume dans les ruines d'un empire en ruine. Quelle qu'en soit la raison, les Wisigoths continuent de fasciner les historiens et les passionnés. Leur histoire remet en question nos idées préconçues sur l'histoire, nous rappelant que le passé est rarement simple ou direct. C'est une histoire d'ambition et d'opportunisme, d'échanges culturels et de conflits, d'adaptation et de résilience. L'héritage des Wisigoths nous rappelle que l'histoire n'est pas simplement une progression linéaire du passé vers le présent. C'est un réseau complexe d'événements interconnectés, une tapisserie tissée d'innombrables fils. En démêlant ces fils, en explorant la vie et l'héritage de peuples comme les Wisigoths, nous acquérons une appréciation plus profonde de la riche tapisserie de l'histoire humaine. Les Wisigoths, bien que souvent relégués aux notes de bas de page de l'histoire, ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la civilisation occidentale. Leur histoire nous rappelle que l'histoire n'est pas un récit monolithique, mais plutôt une mosaïque de peuples et de cultures divers, chacun contribuant à la riche tapisserie de l'expérience humaine. Leurs innovations juridiques, en particulier le Liber Judiciorum, ont laissé une marque indélébile sur la péninsule ibérique, influençant les traditions juridiques pendant des siècles. Leur adoption du droit romain, tout en préservant des éléments de leur propre héritage germanique, témoigne de leur pragmatisme et de leur capacité d'adaptation. L'histoire des Wisigoths est pleine d'intrigues et de questions sans réponse. Leurs origines, leurs motivations, leurs pratiques culturelles restent des sujets de débat universitaires permanents. La rareté des sources primaires a rendu difficile la reconstitution d'une image complète et précise de leur société, ajoutant à leur mystère. Le royaume wisigothique s'est peut-être effondré au 8e siècle, mais leur héritage a perduré. Leurs innovations juridiques et contributions culturelles ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la péninsule ibérique. Le Liber Judiciorum a influencé les droits de propriété, l'héritage et les procédures judiciaires pendant des générations. L'histoire des Wisigoths témoigne du pouvoir durable des idées. Leur mémoire nous rappelle que le passé n'est jamais vraiment passé. Il vit dans le présent, façonnant nos institutions et nos valeurs. Les Wisigoths. Un nom murmuré avec un mélange de crainte et de fascination. Ce n'étaient pas des barbares ordinaires. Certes, c'étaient des guerriers, mais aussi des stratèges habiles et des dirigeants pragmatiques. Leur périple commence, enveloppé de mystères, quelque part près de la mer Noire. Imaginez une vaste steppe balayée par les vents, berceau d'un peuple nomade en perpétuel mouvement. C'étaient les Goths, et de leur rang émergèrent les Wisigoths, les Goths de l'Ouest. Poussés vers l'Ouest par des forces inconnues, ils se heurtèrent à la puissance de Rome elle-même. Leur relation avec l'Empire fut complexe, tantôt alliés, tantôt ennemis. Mais toujours, ils furent une force avec laquelle il fallait compter. Leurs pérégrinations les menèrent finalement au cœur de l'Empire romain, en pleine décadence. C'était une époque de chaos et d'opportunités. L'ancien ordre s'effondrait, et de nouvelles puissances renaissaient de ses cendres. Les Wisigoths, aguerris par leur voyage, y virent une chance de forger leur propre destin. Et ainsi, ils jetèrent leur dévolu sur une nouvelle terre. Une terre mûre pour la conquête, la péninsule ibérique. Imaginez la scène, l'an 409 après Jésus-Christ. La péninsule ibérique, une terre déjà peuplée de peuples divers, fit face à une nouvelle vague d'arrivées. Parmi eux, se trouvaient les Vandales, les Alains et bien sûr, les Wisigoths. Leur entrée ne fut pas pacifique. Ce fut une période de bouleversements, de batailles acharnées et d'alliances brisées. Les Wisigoths, menés par leur ambitieux roi, Alaric, se frayèrent un chemin sanglant à travers la péninsule. Ils affrontèrent donc les Vandales et les Alains, des tribus germaniques rivales, se disputant le contrôle. Les légions romaines, affaiblies et démoralisées, offrirent peu de résistance. Le vieux monde se mourait, et à sa place, un nouvel ordre se forgeait dans le sang et le feu. Mais les Wisigoths n'étaient pas uniquement motivés par la conquête. Ils cherchèrent des terres, la stabilité et un endroit où s'établir. Dans le chaos de l'Empire en ruine, ils virent une opportunité non seulement de conquérir, mais de construire.
Et ainsi, au milieu des troubles, ils posèrent les fondations d'un nouveau royaume, un royaume wisigoth au cœur de l'Hispanie. La péninsule ibérique devint un champ de bataille pour les tribus germaniques migrantes. Les Wisigoths, bien que puissants, furent constamment confrontés aux défis posés par leurs rivaux. Les Vandales, connus pour leur férocité, avaient en établi leur domination dans le sud. Au nord, les Suèves, un autre groupe germanique, fondèrent leur propre royaume en Galaétia. Le conflit entre les Wisigoths et les Vandales fut particulièrement brutal. Les deux camps se battirent avec une intensité sauvage, mus par une soif de terre et de pouvoir. Les Vandales, sous la direction de leur roi rusé, Genséric, se révélèrent être de redoutables adversaires. Ils pillèrent des villes romaines, terrorisèrent les campagnes et lancèrent de même des raids sur Rome elle-même. Les Suèves, bien que moins expansionnistes que les Vandales, présentèrent leurs propres défis. C'était un peuple résilient, profondément enraciné dans sa nouvelle patrie. Les Wisigoths, cherchant à unifier la péninsule sous leur règne, ne pouvaient tolérer cette poche de résistance. Une lutte longue et acharnée s'ensuivit, un choc des cultures et des ambitions qui allait façonner le destin de la péninsule ibérique pour les siècles à venir. Malgré les guerres incessantes, les Wisigoths se montrèrent remarquablement doués pour la construction d'un État. Ils ne se contentèrent pas d'être de simples pillards ou chefs de guerre. Ils avaient une vision, un projet grandiose de créer un royaume durable sur cette nouvelle terre. Et ainsi, ils s'employèrent à consolider leur pouvoir, à établir des institutions et à forger une nouvelle identité. L'une de leurs principales forces fut leur capacité d'adaptation. Ils adoptèrent des éléments du droit et de l'administration romaine, les fusionnant avec leur propre tradition germanique. Cette fusion des cultures créa un système hybride unique qui se révéla étonnamment efficace. Ils s'appuyèrent sur l'infrastructure romaine existante, réparant les routes, restaurant les aqueducs et revitalisant les villes. Mais leur succès ne fut pas uniquement dû au pragmatisme. Les Wisigoths possédaient une détermination farouche, une volonté de puissance qui les poussa à surmonter tous les obstacles. Ils étaient maîtres de l'épée et de la plume, capables d'écraser leurs ennemis sur le champ de bataille et de les déjouer dans les couloirs du pouvoir. Leur ascension vers la domination témoigna de leur résilience, de leur adaptabilité et de leur ambition inébranlable. Ils étaient devenus les maîtres incontestés de l'Ibérie. Section 5. Murmures du passé. À la découverte des secrets Wisigoths. Malgré leur impact significatif sur la péninsule ibérique, les Wisigoths restent une énigme. Leurs origines font l'objet de débats parmi les historiens. Étaient-ils un peuple distinct ou une fusion de tribus germaniques? La réponse est perdue dans l'histoire. Même leur nom, Wisigoths, est une énigme. On pense qu'il signifie « Goth de l'Ouest », mais la signification exacte reste floue. C'est un murmure du passé. Leurs croyances religieuses sont également mystérieuses. Initialement, ils pratiquaient le paganisme, mais adoptèrent plus tard le christianisme arien, une branche controversée de la foi. Cette différence religieuse les distinguait de la population catholique et engendra des tensions durables. Les Wisigoths restèrent des étrangers, leurs croyances et coutumes les marquant comme différents. Section 6. La conversion et ses ondulations. La conversion de l'élite wisigothique au catholicisme à la fin du VIe siècle fut un tournant décisif. La décision du roi Récarède Ier d'abandonner l'arianisme et d'embrasser la foi dominante de ses sujets eut des conséquences considérables. Elle permit aux dirigeants wisigoths d'intégrer le giron catholique, apaisant les tensions religieuses et ouvrant la voie à une plus grande intégration. Ce changement eut également de profondes implications culturelles et politiques. Il renforça les liens entre l'élite wisigothique et l'Église catholique, une force puissante dans la société ibérique. L'Église gagna en influence, tandis que la monarchie wisigothique trouva un allié précieux dans sa quête de légitimité et de stabilité. Cependant, cette unité nouvelle ne dura pas. La conversion, bien que significative, n'effaça pas toutes les divisions religieuses. Des poches d'arianisme persistèrent, notamment parmi la noblesse wisigothique, alimentant le ressentiment et la discorde. Les germes de conflits futurs furent semés, car les différences religieuses continuèrent à mijoter sous la surface de la société wisigothique. Section 7. Graines de discorde, conflits internes et alliances changeantes.
Le royaume wisigoth, malgré sa force apparente, était rongé par des divisions internes. Les luttes de pouvoir au sein de l'élite dirigeante, souvent alimentées par l'ambition personnelle et la rivalité, affaiblirent le royaume de l'intérieur. Ces conflits créèrent de l'instabilité, rendant les Wisigoths vulnérables aux menaces extérieures. La question de la succession était une source récurrente de troubles. Contrairement aux systèmes héréditaires des autres royaumes, le trône wisigoth était électif. Bien que ce système ait eu ses avantages, il offrait également aux nobles ambitieux des occasions de s'emparer du pouvoir par l'intrigue, la violence ou les deux. Ces luttes de pouvoir drainèrent les ressources du royaume et détournèrent l'attention des menaces extérieures. De plus, la loyauté de la population hispanique conquise restait une préoccupation constante. Bien que les Wisigoths aient atteint un certain degré d'intégration, le ressentiment persistait parmi certains segments de la population. Ces tensions latentes, alimentées par des différences culturelles et religieuses, rendaient difficile la création d'un sentiment d'identité unifié. Section 8. L'héritage durable des Wisigoths. Le royaume wisigoth, en Espagne, bien qu'éphémère, laissa une marque indélébile sur la péninsule ibérique. Leur code juridique, en particulier le Liber Judiciorum, influencèrent dès le droit espagnol pendant des siècles. Leur style architectural, un mélange unique d'influences romaines et germaniques, est encore visible dans les structures qui ont survécu. Mais leur héritage le plus durable est peut-être leur rôle dans le façonnement du paysage culturel et ethnique de l'Espagne. La fusion des traditions wisigothiques et hispano-romaines jeta les bases du développement d'une identité ibérique distincte. Leur règne, bien que marqué par les conflits et les bouleversements, connut également des périodes de paix et de prospérité relative. Les Wisigoths, autrefois envahisseurs redoutés, devinrent partie intégrante du tissu de l'Espagne. Leur histoire nous rappelle que l'histoire est rarement simple et que même les empires les plus puissants finissent par s'effondrer. Pourtant, leur héritage perdure, témoignage de leur impact durable sur la péninsule ibérique et de leur place dans la grande tapisserie de l'histoire européenne. Les Wisigoths, un peuple enveloppé de mystères. Venus du nord, peut-être de la Scandinavie, ils étaient l'une des nombreuses tribus germaniques en mouvement. Leur cible, l'Empire romain. Au début, les Wisigoths étaient un problème pour Rome. Ils pillaient les terres romaines, combattaient les soldats romains. Mais les choses ont changé. L'Empire romain s'affaiblissait. Ils avaient besoin des Wisigoths. Les Romains ont vu une opportunité, utiliser les Wisigoths pour combattre d'autres ennemis. Alors, ils ont conclu un accord qui allait tout changer. Ce traité, appelé, fut signé en 418 après J.C. Rome donna aux Wisigoths des terres en Gaule, l'Aquitania Secunda. Les Wisigoths devinrent des alliés de Rome. Ils défendraient l'Empire. En retour, ils obtenaient des terres et un endroit où vivre. Un événement majeur pour les deux camps. Les Wisigoths s'installèrent en Gaule. Ils étaient toujours différents des Romains, avec leur propre culture et leurs propres lois. Mais ils commencèrent à se mélanger aux Romains, à apprendre les uns des autres. Une nouvelle société commençait à émerger. Les Wisigoths avaient fait besoin d'une capitale. Ils choisirent Toulouse. Pourquoi Toulouse? C'était un emplacement stratégique, une ville romaine avec des remparts et des bâtiments. Les Wisigoths s'approprièrent Toulouse. Ils construisirent des palais et des églises. Toulouse devint un centre de pouvoir, un mélange de styles wisigoth et romain. Nous ne savons pas tout sur la Toulouse wisigoth. De nombreux bâtiments ont disparu, détruits ou effondrés. Les archéologues cherchent encore des indices pour en savoir plus sur cette cité perdue. Les Wisigoths ont eu des rois fascinants. Ces rois ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe médiévale. L'un d'eux était Alaric II, qui régna à une époque difficile face à la nouvelle menace des Francs. Alaric II est surtout connu pour sa défaite à la bataille de Vouillé en 507, qui marqua un tournant dans l'histoire des Wisigoths. Un autre roi célèbre, Euric, un dirigeant puissant. Euric a consolidé le pouvoir wisigoth et a étendu le royaume à son apogée territorial.
Il était également connu pour son code de loi, le code de Ric, qui a influencé les systèmes juridiques ultérieurs. Il étendit le royaume wisigoth, mais il entra aussi en conflit avec l'Église catholique. Ce conflit a façonné les relations entre les Wisigoths et les autres puissances européennes de l'époque. La vie des rois wisigoths est pleine de mystères. Nous connaissons certaines choses, certaines de leurs lois, comme le code de Ric et leurs efforts pour gouverner un royaume diversifié. Des pièces de monnaie à leur effigie. Ces pièces nous donnent un aperçu de leur économie et de leur symbolisme royal. Mais nous voulons en savoir plus. Les historiens et les archéologues continuent de découvrir de nouvelles informations sur ces rois énigmatiques. Quelle était leur personnalité? Étaient-ils des dirigeants justes ou tyranniques? Comment prenaient-ils leurs décisions? Quels étaient leurs objectifs? Cherchaient-ils à étendre leur territoire ou à consolider leur pouvoir? Il reste encore beaucoup de questions. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ces rois fascinants et de leur impact durable sur l'histoire européenne. Chapitre 5. Un tournant dans la foi, la conversion au catholicisme. Les Wisigoths étaient chrétiens ariens, une branche différente du christianisme romain, catholique. Cela causait des tensions. Les ariens croyaient que Jésus-Christ était distinct de Dieu, le Père, ce qui était en opposition avec la doctrine catholique de la Trinité. Cette divergence théologique a souvent conduit à des conflits et des malentendus entre les deux groupes. Puis, un événement majeur se produisit. Le roi Récarède Ier se convertit au catholicisme en 587 après J.C. Ce fut un tournant décisif non seulement pour le roi, mais aussi pour tout le royaume wisigoth. La conversion de Récarède a marqué le début d'une nouvelle ère religieuse et politique, un moment crucial pour les Wisigoths. Cette conversion a eu des répercussions profondes sur la société et la culture wisigothique. Elle a également renforcé les liens avec l'Église catholique et l'Empire romain. Pourquoi Récarède s'est-il converti? Les raisons exactes restent un mystère, mais plusieurs théories existent. Certains historiens pensent qu'il cherchait à consolider son pouvoir et à stabiliser son royaume en adoptant la foi dominante de l'époque. Nous n'en sommes pas certains. Les documents historiques de l'époque ne fournissent pas de réponse claire. Cependant, les indices suggèrent que des facteurs politiques et religieux ont joué un rôle crucial dans sa décision. Peut-être voulait-il unifier son royaume? En adoptant le catholicisme, Récarède a pu espérer mettre fin aux divisions internes et créer une identité nationale plus cohérente. Cela aurait également facilité les alliances avec d'autres royaumes catholiques. Peut-être a-t-il été persuadé par les dirigeants catholiques. Les évêques et les prêtres de l'époque avaient une influence considérable et pouvaient avoir joué un rôle dans sa conversion. Leur soutien aurait été crucial pour légitimer son règne. Quelle que soit la raison, sa conversion changea beaucoup de choses. Elle a transformé la structure religieuse et sociale du royaume, rapprochant les Wisigoths des pratiques et des croyances catholiques. Elle rapprocha les Wisigoths du mode de vie romain. En adoptant le catholicisme, les Wisigoths ont également adopté de nombreux aspects de la culture romaine, ce qui a conduit à une intégration plus étroite avec l'Empire romain et ses traditions. Chapitre 6. L'effondrement du royaume, un déclin mystérieux. Le royaume wisigoth dura environ 300 ans, mais il finit par s'effondrer. Pourquoi? Il existe de nombreuses théories. L'une des raisons était les luttes intestines. Les nobles wisigoths ne s'entendaient pas toujours, ils se disputèrent le pouvoir. Cela affaiblit le royaume. Une autre raison était la pression extérieure. Les musulmans étaient une nouvelle menace. Ils envahirent l'Espagne en 711 après J.C. Les Wisigoths furent vaincus à la bataille de Guadalete, marquant la fin de leur royaume. Chapitre 7. Les échos du passé, l'héritage wisigoth. Les Wisigoths ont disparu, mais ils ont laissé leur empreinte sur l'histoire. Ils ont participé à la chute de l'Empire romain et ont influencé la culture espagnole.
Ils ont laissé leur langue. Certains mots espagnols viennent du gothique. Ils ont également influencé l'art et l'architecture espagnole. Les Wisigoths ont été un pont entre le monde romain et le monde médiéval. Ils ont contribué à façonner l'Europe telle que nous la connaissons. Leur histoire nous rappelle que l'histoire est en constante évolution. Chapitre 8. Mystère persistant, les questions sans réponse. Les Wisigoths, une tribu germanique qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Europe, ont laissé derrière eux de nombreux mystères. D'où venaient-ils exactement? Comment ont-ils réussi à s'établir dans des régions aussi vastes et variées? Les Wisigoths ont laissé derrière eux de nombreux mystères. D'où venaient-ils exactement? Leur origine précise reste floue, mais il est clair qu'ils ont migré de la Scandinavie vers l'Europe de l'Est avant de se déplacer vers l'Ouest. Comment ont-ils réussi à s'établir dans des régions aussi vastes et variées? À quoi ressemblait leur culture avant leur rencontre avec les Romains? Leur mode de vie, leurs croyances et leurs traditions restent en grande partie un mystère. Les Wisigoths avaient une culture riche et complexe, influencés par leurs interactions avec d'autres peuples et civilisations. Comment était la vie dans le royaume Wisigoth? Leur société était organisée de manière hiérarchique, avec des rois et des nobles qui gouvernaient sur des communautés agricoles. La vie quotidienne des Wisigoths était marquée par des activités agricoles, des artisanats et des échanges commerciaux. Qu'est-il arrivé à leurs trésors et à leurs artefacts? Les Wisigoths étaient connus pour leurs trésors, composés de bijoux, de poteries et d'autres objets précieux. Beaucoup de ces trésors ont été perdus ou cachés au fil des siècles, et les archéologues continuent de les découvrir. Nous avons quelques réponses, mais nous en cherchons encore. Les historiens et les archéologues travaillent sans relâche pour découvrir de nouvelles informations sur les Wisigoths. Chaque découverte apporte de nouvelles pièces au puzzle, mais il reste encore beaucoup à apprendre. Les Wisigoths nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement une question de faits, mais aussi de mystère et d'émerveillement. Leur histoire est un mélange fascinant de légendes et de réalité, qui continue de captiver les chercheurs et les passionnés d'histoire. Il y a encore tant de choses que nous ne savons pas, et c'est ce qui rend l'histoire si fascinante. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce peuple ancien. Mais elle soulève aussi de nouvelles questions. C'est cette quête de connaissances qui rend l'étude de l'histoire si passionnante et enrichissante. Le royaume Wisigoth a régné sur la péninsule ibérique du Ewe au 8e siècle, une période marquée par des bouleversements et des transformations profondes. Leur histoire est un mélange captivant de conquêtes, de fusions culturelles et d'événements énigmatiques qui intriguent les historiens et les archéologues. Les Wisigoths ont laissé une empreinte indélébile sur la culture et l'histoire de la région. Cet essai plonge au cœur du royaume Wisigoth, explorant ses trésors disparus, ses mystères non résolus, le destin de son dernier roi, Roderick, dont la chute a marqué la fin d'une ère, et son art et son architecture unique qui témoignent d'une grande sophistication et d'une riche tradition culturelle. Les Wisigoths, un peuple germanique, ont émergé des cendres de l'Empire romain, établissant un nouvel ordre dans la péninsule ibérique. Leur migration et leur établissement ont transformé le paysage politique et culturel de la région. Malgré leur impact durable, les Wisigoths ont laissé derrière eux un héritage parsemé de questions sans réponse. Leur histoire est une énigme fascinante qui continue de captiver les chercheurs. L'histoire wisigothique est un voyage à travers le temps, une quête pour comprendre une civilisation qui a prospéré puis disparu, laissant des échos de sa grandeur dans des ruines et des légendes. Chaque découverte archéologique nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce peuple mystérieux. Les Wisigoths ont amassé des richesses considérables grâce aux conquêtes et au commerce. Cependant, ils ont laissé derrière eux une absence troublante de trésors opulents.
Certains chercheurs pensent que les richesses wisigothiques ont été pillées lors de la conquête islamique de l'Ibérie au 8e siècle. D'autres suggèrent que les trésors ont été cachés dans des endroits secrets, attendant d'être découverts. Une explication plus pragmatique suggère que les Wisigoths étaient peut-être moins extravagants, privilégiant le côté pratique plutôt que les démonstrations ostentatoires de richesse. Le mystère des trésors disparus nourrit l'imagination et inspire d'innombrables chasseurs de trésors et historiens. L'an 711 après J.C. marque un tournant dans l'histoire ibérique avec l'invasion du califat omeyyade. Le royaume wisigoth, sous le règne du roi Rodrigue, a subi son épreuve ultime lors de la bataille du Guadalete. Le destin du roi Rodrigue, le dernier souverain wisigoth, reste un sujet de débat et de spéculations intenses. Certaines chroniques affirment qu'il a péri au combat, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'est échappé pour connaître une fin inconnue. L'absence de récit définitif a donné naissance à de nombreuses légendes, dépeignant Rodrigue comme un héros tragique ou une victime de trahison. Son histoire, tout comme le royaume qu'il dirigeait, est tissée de bravoure, d'intrigues et de questions sans réponse. Malgré les mystères entourant leurs trésors et leur dernier roi, les Wisigoths ont laissé un héritage tangible dans leur architecture distinctive. Leur structure, mélangeant influences romaines et germaniques, témoigne de leur savoir-faire et de leur ingéniosité artistique. Les Wisigoths ont adopté le plan basilical romain pour leurs églises en y intégrant leurs propres innovations architecturales. L'arc outrepassé, un élément gracieux, est devenu une caractéristique de leur style. On remarque également leurs sculptures en pierre finement travaillées, souvent ornées de motifs géométriques et floraux stylisés. Leurs innovations architecturales et leur maîtrise des matériaux ont donné naissance à des bâtiments à la fois durables et visuellement captivants. La ville de Tolède, autrefois capitale du royaume wisigoth, abrite de remarquables exemples d'architecture wisigothique. Ces églises, souvent modestes par leur taille, mais riches en importance historique et artistique, offrent un aperçu précieux sur les pratiques religieuses et les expressions culturelles de cette civilisation. Parmi les plus remarquables, citons l'église de San Román, connue pour ses fresques bien conservées et ses arcs outrepassés. L'église de Santa Maria de Melg est une autre structure importante, illustrant le plan basilical caractéristique et les sculptures en pierre complexes. Ces églises constituent des liens tangibles avec le passé wisigoth. Leur architecture et leur décoration murmurent des histoires d'une époque où les Wisigoths régnaient sur la péninsule ibérique. Né de la fusion des traditions germaniques et des influences romaines, le royaume wisigoth a développé une identité culturelle unique, marquée par une riche diversité de pratiques et de croyances. Cette symbiose a permis aux Wisigoths de prospérer dans un monde en constante évolution. Initialement méfiants à l'égard des coutumes romaines, les Wisigoths ont progressivement adopté des aspects du droit, de la langue et de l'administration romain. Cette adoption n'était pas simplement une imitation, mais une adaptation créative qui a enrichi leur propre culture. Cette fusion culturelle est évidente dans leur code juridique, le Liber Judiciorum, qui intégrait des éléments du droit romain tout en conservant les traditions germaniques. Ce document est un témoignage de l'ingéniosité des Wisigoths à intégrer et transformer les influences extérieures. De même, les Wisigoths ont adopté le latin comme langue d'administration et de savoir, facilitant ainsi la communication et l'unité au sein de leur royaume. Le latin est devenu un outil puissant pour l'éducation et la gouvernance. Cependant, ils ont conservé leur identité germanique distincte à travers leur art, leurs traditions militaires et leurs coutumes sociales. Ces éléments ont continué à définir leur caractère unique
et à les distinguer des autres cultures. Leur héritage nous rappelle que les cultures sont fluides et adaptables, en constante évolution grâce aux interactions et aux échanges. Les Wisigoths illustrent parfaitement comment les civilisations peuvent se transformer et s'enrichir mutuellement. Les mystères entourant le royaume Wisigoth continuent de captiver les explorateurs, les historiens et les archéologues modernes. Chaque découverte apporte une nouvelle pièce au puzzle historique. Les récentes avancées dans les techniques et les technologies archéologiques ont insufflé une nouvelle vie à la quête pour percer les secrets de cette civilisation. Des outils sophistiqués permettent d'explorer des sites autrefois inaccessibles. Les géoradars ont permis aux archéologues de révéler les fondations cachées des structures wisigothiques, dévoilant des aspects inconnus de leur architecture et potentiellement de découvrir des artefacts enfouis. Chaque artefact découvert raconte une histoire unique. L'analyse de l'ADN a fourni des informations précieuses sur la composition génétique des Wisigoths, permettant de mieux comprendre leur mode de vie, éclairant leurs origines et leurs interactions avec d'autres populations. Ces données génétiques révèlent des migrations et des échanges culturels fascinants. Ces avancées technologiques, associées à un travail historique méticuleux, permettent de reconstituer une image plus complète du royaume Wisigoth. Les chercheurs croisent les données pour valider leurs hypothèses, permettant de visualiser des reconstitutions précises de leurs établissements. La technologie 3D offre une nouvelle perspective sur leur mode de vie. La quête pour comprendre les Wisigoths est un voyage de découverte permanent où chaque fouille apporte son lot de surprises, alimenté par la passion de percer les mystères du passé. Les chercheurs partagent leurs découvertes avec enthousiasme, inspirant les générations futures. Le royaume Wisigoth, souvent négligé dans l'histoire, continue d'exercer un attrait puissant. Les trésors disparus, le destin énigmatique du roi Rodrigue, les merveilles architecturales et leur tapisserie culturelle unique forment un récit captivant. Bien que certaines questions restent sans réponse, les recherches et les explorations en cours témoignent de la fascination durable pour les Wisigoths. Leur histoire nous rappelle que l'histoire est une tapisserie vivante tissée de fils d'expériences humaines, d'ambition, d'innovation et du pouvoir durable du mystère. Les Wisigoths. Un nom qui résonnait autrefois avec puissance à travers la péninsule ibérique. Pendant près de 2 siècles, ils ont régné sur cette terre, leur royaume une tapisserie tissée des fils romains et de l'esprit farouche des Goths eux-mêmes. À l'aube du 8e siècle, le royaume Wisigoth, autrefois un phare de puissance, était un royaume divisé. Des querelles internes, alimentées par l'ambition et les luttes de pouvoir, ont fracturé le royaume de l'intérieur. Les maisons nobles s'affrontaient, leur rivalité résonnant dans les couloirs du pouvoir. Le cœur même du royaume, le trône lui-même, était une coupe empoisonnée, passant d'un souverain à l'autre dans un tourbillon d'intrigues et de sang. Les rois Wisigoths, malgré tout leur esprit guerrier, semblaient incapables de réparer l'état fracturé du royaume. Chaque nouveau souverain héritait d'un royaume au bord du chaos, leur règne souvent interrompu par l'instabilité même qui les rongeait. De l'autre côté du détroit, une nouvelle puissance montait, une force qui allait changer le cours de l'histoire. Des déserts d'Arabie, la bannière de l'islam avait balayé l'Afrique du Nord avec une vitesse étonnante, unissant des tribus sous une seule foi et un seul drapeau. Carthage, autrefois le joyau d'un empire romain disparu depuis longtemps, était tombé, ses ruines témoignant d'une grandeur passée. Les anciennes cités des Berbères, fiers guerriers du Maghreb, s'étaient inclinées devant cette force imparable, leurs traditions et coutumes absorbées dans ce nouvel ordre. Maintenant, les murmures dans le vent parlaient d'un nouveau nom, un chef d'une telle ambition qu'il regardait par-delà la mer, avec des yeux fixés sur la conquête, Tariq ibn Ziyad, un homme dont le nom allait résonner à travers les âges. L'année était 711 après Jésus-Christ, une année qui marquerait le début d'une nouvelle ère.
Pour le peuple du royaume wisigoth, l'arrivée des forces musulmanes fut aussi inattendue qu'un orage d'été au cœur de l'hiver, bouleversant leur quotidien paisible. Des rumeurs, portées par les marins et les commerçants, parlaient d'étranges navires, élégants et rapides, sillonnant les eaux du détroit, annonçant une tempête à venir. Des murmures de guerriers féroces, le visage voilé, les lames forgées dans les feux du désert, se répandaient sur les places de marché comme une traînée de poudre, créant une atmosphère de peur et de mystère. Le royaume restait largement impréparé, alors que Tariq ibn Ziyad, avec une force de soldats berbères et arabes, débarquait sur les rives de la péninsule ibérique, prêt à écrire un nouveau chapitre de l'histoire. Le destin du royaume wisigoth, déjà suspendu à un fil, allait se décider sur les rives du fleuve Guadalete, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Ici, sous le soleil brûlant d'Andalousie, où la chaleur semble danser sur le sol, deux armées se préparaient à la bataille, chacune consciente de l'importance de l'affrontement à venir. D'un côté se tenaient les forces wisigoths, menées par leur roi, l'énigmatique Roderick, un leader dont le courage était légendaire. De l'autre, l'armée numériquement inférieure mais tactiquement supérieure de Tariq ibn Ziyad, un stratège hors pair, leurs bannières flottant au vent comme les ailes d'un faucon du désert, symbole de leur détermination et de leur foi. La bataille de Guadalete, comme on l'appellerait plus tard, est une tapisserie tissée de fils d'histoire et de légendes, où chaque fil raconte une histoire de bravoure et de sacrifice. Les détails exacts, enveloppés dans la brume du temps, restent une source de débat pour les historiens encore aujourd'hui, ajoutant au mystère de cet événement épique. L'affrontement fut féroce, une danse brutale d'acier et de fureur, où chaque coup portait le poids du destin. Les guerriers wisigoths, réputés pour leur force et leur taille, se battaient avec le désespoir d'hommes, défendant leur patrie, leur terre sacrée. Mais les forces musulmanes, sous le commandement de Tariq, étaient comme un vent du désert, rapide et implacable, balayant tout sur leur passage. Alors que la bataille faisait rage, le roi Roderick, dernier roi wisigoth d'Hispanie, se retrouva au cœur de la tempête. Les chroniqueurs le décrivent comme un guerrier de grande stature, vêtu d'une armure brillante, sa voix résonnant sur le champ de bataille comme le tonnerre. Pourtant, alors que le jour avançait et que le cours de la bataille se retournait contre les wisigoths, un étrange silence tomba. Le roi, autrefois un symbole d'espoir pour ses hommes, disparut, englouti par le chaos du combat. Certains récits parlent de Roderick tombant au plus fort des combats, abattu par les cimeterres de l'ennemi. D'autres murmurent de trahison, d'une lame dans le dos venant de ses propres rangs, un acte perfide qui scella le destin des wisigoths. Le corps de Roderick ne fut jamais retrouvé. Aucune tombe ni aucun monument ne marque sa dernière demeure. Leur roi disparut, leur ligne brisée, la résistance wisigoth s'effondra. Les soldats, autrefois fiers et invincibles, se retrouvèrent désorientés et sans espoir. L'armée autrefois puissante, décimée et sans chef, se dispersa devant l'avancée implacable des forces musulmanes. Les cris de désespoir et de défaite résonnaient à travers le champ de bataille. La bataille de Guadalete, livrée sous la chaleur torride d'un été espagnol, avait duré un seul jour. Un jour suffisant pour changer le cours de l'histoire. Mais en ce seul jour, le destin du royaume wisigoth fut scellé. Les rêves de gloire et de puissance s'évanouirent dans la poussière. La victoire à Guadalete ne fut pas seulement un triomphe militaire pour les musulmans. Ce fut une décapitation symbolique, un coup fatal dont le royaume wisigoth ne se remettrait jamais. Les chants de victoire résonnaient dans l'air, marquant la fin d'une ère. Les villes, autrefois bastions de la puissance wisigoth, tombèrent en succession rapide. Les murs autrefois imprenables s'effondraient sous les assauts répétés. Cordoue, Tolède, Séville, des noms qui avaient résonné avec la force des wisigoths, résonnèrent maintenant avec l'appel à la prière des vainqueurs. Les minarets s'élevaient là où les tours des châteaux se dressaient autrefois. La tapisserie du règne wisigoth, déjà effilochée par les conflits internes, se défit entièrement, laissant un vide que les musulmans, avec leur propre culture et religion riche, s'empressèrent de combler. Une nouvelle ère de transformation culturelle et religieuse commençait. Pour la noblesse wisigoth, les choix étaient difficiles. Conversion, soumission ou fuite. Chaque décision portait son lot de sacrifices et de conséquences. L'histoire, comme nous le savons, est souvent écrite par les vainqueurs.
Dans le cas de la chute des Wisigoths, les vainqueurs, semble-t-il, se contentèrent de laisser le silence parler pour eux-mêmes. Les chroniqueurs musulmans, tout en relatant leur triomphe avec des détails saisissants, ont laissé beaucoup de mystères autour du destin des Wisigoths. Peut-être était-ce un silence calculé, un moyen de minimiser davantage la mémoire d'un ennemi vaincu. Ou peut-être que, dans le grand balayage de leur conquête, le destin d'un seul royaume, même aussi important que celui des Wisigoths, n'était tout simplement pas comparable à l'immense empire qu'ils construisaient. Les ruines des villes, des églises et des palais Wisigoths murmurent un monde perdu, mais restent désespérément silencieuses sur les détails de la chute et de ses conséquences immédiates. En l'absence de documents historiques clairs, les légendes et le folklore se sont empressés de combler le vide. Des récits, transmis de génération en génération, parlent de trésors Wisigoths, cachés, emportés au cœur de la nuit à l'approche des armées musulmanes. Certains murmurent d'une lignée Wisigoth secrète, leur sang survivant dans les veines de nobles familles espagnoles, un héritage caché attendant le bon moment pour être révélé. L'une des légendes les plus tenaces concerne le destin du roi Roderick lui-même. Certains disent qu'il n'est pas mort à Guadalete, mais que son corps a été emporté par des fidèles. Ils parlent d'une tombe secrète, cachée au plus profond des montagnes, où repose le roi, attendant le jour où il se lèvera à nouveau pour réclamer son royaume perdu. D'autres murmurent d'un destin différent. Ils disent que Roderick, honteux de sa défaite, a cherché à faire pénitence pour ses échecs. La chute du royaume Wisigoth nous rappelle brutalement que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer en poussière. C'est une histoire de conflits internes, de pressions externes et des marées imprévisibles de l'histoire. Bien que les détails précis de leur disparition puissent rester à jamais enveloppés de mystère, les échos de leur histoire continuent de résonner aujourd'hui. Les Wisigoths, bien que disparus depuis longtemps, ont laissé une marque indélébile sur la péninsule ibérique. Leurs lois, leur langue, leur ADN même, ont tous contribué à la riche tapisserie des cultures qui composent l'Espagne moderne. En regardant en arrière à travers les siècles, ne nous contentons pas de pleurer la perte d'un royaume, mais célébrons l'héritage durable d'un peuple. Les Wisigoths ont peut-être disparu, mais leurs échos persistent, nous murmurant de la poussière de l'histoire, nous rappelant que le passé n'est jamais vraiment révolu, mais plutôt un fondement sur lequel se construit le présent.